On est prêt pour le Qu'est-ce qui s'est passé de NXT TakeOver Stand and Deliver nuit 1. Demain, je vous ferai celui de la nuit 2. Salut à tous, c'est Sturi. En mode chill, en mode relax, en mode détente. C'est vrai qu'il y aura beaucoup moins de montage parce que grosse actualité avec la WrestleMania Week, vous en doutez bien. Vous savez également, si vous êtes des gros assidus de la chaîne, que j'ai moins de disponibilité les jeudis et vendredis généralement parce que je suis pas à 100% sur YouTube. Voilà, ça me fait toujours plaisir de le rappeler, même pour une audience peut-être un petit peu plus faible parce que évidemment, il y a moins d'intérêt à suivre NXT que ce qui se passe dans le roster, et pourtant ça va être, tu vois, sur cette première partie de review je vais être un petit peu en mode no spoil, et je vous mets un timecode d'ailleurs au moment où je vais commencer à spoiler le show. J'encourage véritablement tout le monde à regarder cette première nuit. Voilà, je vais pas vous dire est-ce que regardez la deuxième, si, je vais vous donner de l'intérêt à regarder la deuxième parce que la carte est fantastique, et en plus de ça, on en a parlé hier, on a fait la grande preview sur la chaîne Twitch de Ludivine que j'affiche à l'écran, et d'ailleurs ce soir même, ce jeudi soir, on se retrouve à partir de 21h en compagnie de Ludivine et de Trafalgar pour vous faire la review et la preview de la nuit 2, donc la review de la nuit 1, la preview de la nuit 2. Mais sincèrement, même si vous ne connaissez pas les catcheurs, même si vous n'êtes pas familier avec ce que propose NXT, vous avez eu hier soir en tout cas 5 très bons matchs de catch pendant l'émission télé. Il y a eu un kick-off avec un match entre Toni Storm et Zoey Stark, qui est un petit projet du côté de NXT, j'en parlerai dans un instant. Mais ce qui me faisait peur, c'est peut-être une accumulation de trop gros matchs, de trop grosses émotions, d'être épuisé, tu vois, après avoir vu, c'est ce que je reproche généralement à NXT, c'est de mettre tous les cheveux dehors et de nous épuiser. On a du mal à regarder, tu vois, chaque match dans le contexte, à se mettre pleinement à fond dedans, à avoir cette attention qui est aspirée pendant 2 heures, surtout dans cette période où on est au Performance Center avec moins de public, même si là ils ont fait un effort, il y a plus de gens, et pour autant les ambiances n'étaient pas toujours authentiques, hein. Ils se sont quand même amusés dans le camion à mettre des faux bruitages par endroits, ça se sentait, ça s'entendait, et plus on avançait dans la soirée, moins il y en a eu, parce que les quelques personnes, je sais pas exactement combien de personnes il y avait, à vue d'œil, il y avait peut-être 200 personnes, ça a bougé, ça a mis de l'ambiance, et c'était plaisant, ça rendait bien à l'écran, et on a véritablement une nouvelle génération qui est très plaisante à voir évoluer. On a eu des combinaisons de matchs qui étaient chouettes, et surtout, c'est le point fort de cette soirée, le choix des matchs dans leur ordre était très bon, parce qu'on a commencé avec un match ultra technique entre Kushida et Pete Dunne. On est parti sur quelque chose, tu vois, qui fait un peu plus appel au suspense avec le gauntlet, des entrées toutes les 3 minutes. Ça, c'était assez intéressant, tu vois, à suivre. On a tout de suite enchaîné avec le Walter Ciampa, qui est la grosse claque de la soirée, autant se le dire. Puis, on est parti dans le Spotfest, donc il n'y a pas eu de gros Spotfest avant ça, mais le gros Spotfest était réservé à la division par équipe, et on a terminé avec, voilà, la grande rivalité entre Yoshira et Raquel Gonzalez. Et globalement, cette soirée était très appréciable et n'appelle que du bon pour celle qui arrive. Et dernière petite chose, voilà, qui reste toujours dans la partie no spoil, j'avais peur que le show soit uniquement diffusé en version télévisée, c'est-à-dire avec les matchs entrecoupés par des publicités, mais en fait non, le match était conjointement diffusé sur le WWE Network, et ça c'est cool, parce qu'on a pu voir les matchs dans leur intégralité, et ça fausse moins ton jugement d'appréciation, surtout que les mecs, pendant ces périodes publicité, on va dire, ont continué de bosser, quoi. Dans le Ciampa Walter, pendant la post-pub, Ciampa il a bossé, on s'est pas mis en mode rest hold avec un collier de tête au sol, et on va attendre, tu vois, qu'on revienne à l'écran. Non, vraiment, tout était très bien rythmé, la cadence des combats, c'est pas trop long, 5 bons combats en 2 heures. Mieux, j'ai l'impression que les anciens NXT TakeOver qui font toujours 2h30, qui tendent vers les 3 heures avec approximativement le même nombre de combats. Là, c'est cool. Merci NXT. 2 heures, digeste, très bien. Et ben, on est parti. Allez, hop, mode spoil. Le kick-off, Zoey Stark qui va battre Toni Storm. Avec un petit paquet, ça va être la bonne surprise, ça va être un peu feel good pour tous ceux qui supportent Zoey Stark. On sent bien qu'il y a un petit projet Zoey Stark à l'avenir. Après, c'est Toni Storm qui perd, je sais que ça va déranger certaines personnes. J'en ai parlé lors de la preview le super kick-off d'NXT hier. Ça me dérange pas que Zoey Stark continue d'accumuler des défaites, mais ils ont voulu la récompenser, voilà, pour tous ces efforts qu'elle a fait au courant de ces dernières semaines. Elle est pas là depuis très longtemps, mais on sent que voilà, elle a tapé dans l'œil des dirigeants, des scénaristes de Triple H et tout ça. Donc c'est bien, c'était cool. Chouette petit match, voilà, qui mettra quelques sourires sur des visages.
Premier match de la carte principale, c'est Kushida contre Pete Dunne. Et c'est une affiche en plus de ça qui est 100% inédite entre deux des meilleurs techniciens de la branche jaune et peut-être deux des meilleurs techniciens du monde. On va pas se mentir, Pete Dunne était encore il y a pas si longtemps que ça dans la title picture. On était triste de voir Kushida échouer dans sa tentative de conquête du championnat nord-américain. Et au final, on a été particulièrement séduits, je pense, tous par cet opener d'une excellente qualité, une chimie qui est naturelle entre deux catcheurs qui pourtant se sont jamais affrontés auparavant, tu vois, qui ont, je vais dire, à part le background, le style, n'ont pas beaucoup de choses en commun. Bon, par moment, en effet, hein, pour pouvoir aider justement à ce que la narration se fasse et que les spots s'enchaînent, il y a quelques oublis niveau du selling, et c'est Pete Dunne qui va finalement l'emporter. Je suis un peu triste, j'espère que Kushida va pouvoir revenir, tu vois, dans le game, va pouvoir rester quand même, squatter le haut de la carte. C'est Pete Dunne qui va l'emporter en enchaînant un petit peu, voilà, tous ces écrasements de doigts, etc. C'était très très chouette, ça mettait dans le bain, et ils étaient à une place que je pensais personne n'allait occuper, tu vois, sur la technique, sur justement le selling, le travail sur les mains, les doigts, et pourtant, dans un match où je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de subtilités racontées, on a eu un cas de figure très similaire dans le Walter Ciampa, et j'y viens dans un petit instant, parce que juste avant, le Gauntlet Eliminator Match, une entrée toutes les 3 minutes, ça n'a pas toujours été respecté. Leon Ruff et Isaiah Scott ouvrent les hostilités, ils sont tous les deux en rivalité. D'ailleurs, Leon Ruff s'est fait attaquer pendant son entrée par Isaiah Scott, et je vais le dire tout de suite, Isaiah Scott est clairement le MVP de ce match. Il m'a bluffé. Ce heel turn lui fait véritablement du bien. Son style arrogant, son explosivité, j'espère lui aussi qu'il ne sera pas enterré dans les méandres. Bronson Reed était le prochain entrant, et Bronson Reed a créé son impact bien entendu lors de son entrée. Il a très vite été mis de côté, mis à l'écart en fait. Ils l'ont fait faire dodo à l'extérieur du ring pendant une grosse partie du match. Cameron Grimes est arrivé bien entendu avec pas mal de comédie et la volonté de s'associer. Il a acheté, voilà, il a de l'argent à plus savoir qu'en foutre. Désormais c'est son nouveau gimmick. Il a acheté les services d'Isaiah Scott pendant quelques minutes du match. Après il y a eu Misko, bien entendu, les deux mecs se sont rentrés dedans. Le prochain c'est Dexter Lumis qui était mon favori parce que c'est le seul qui... Ah oui, j'ai oublié de le dire, le vainqueur de ce match j'affronte Johnny Gargano donc le lendemain, donc ce soir, voilà, si vous mettez les choses dans le contexte. Donc Dexter Lumis qui est le seul pourtant à raconter une histoire avec Johnny Gargano, bah, c'est pas lui qui va gagner, peu qu'il a fait, Dexter Lumis, il a été assez convaincant, voilà, dans son style un petit peu unique. C'est le personnage un peu côté main roster, on va dire, il est un peu façonné façon main roster, mais utile justement pour apporter du divertissement sur un créneau télé. Donc Dexter Lumis, ok. Alors juste avant son entrée, je crois qu'il y a Leon Ruff qui se fait éliminer, mais pas d'une superbe manière. En tout cas, c'est totalement anecdotique l'élimination de Leon Ruff, malheureusement pour lui. Eli Drake, donc qui est désormais LA Knight du côté de NXT, que j'adore, j'aime beaucoup LA Knight, va se pointer le dernier. C'est lui qui va éliminer Dexter Lumis de manière un peu opportuniste. C'était plutôt pas mal. Et grosse tristesse de le voir éliminé dans la foulée. Le LA Knight qui n'ira pas jusqu'au bout, qui va pas être le dernier heel, je vais dire, à rester debout. C'est un rôle qui va être accordé à Isaiah Scott. Cameron Grimes va succomber, voilà, un assaut de, je sais plus si c'est Bronson Reed ou Isaiah Scott qui l'élimine, et on va terminer cette affaire entre Bronson Reed et Isaiah Scott. Et j'avais très envie de voir Isaiah Scott gagner ce match parce que c'est véritablement le catcheur que j'ai trouvé le plus convaincant. Il va malheureusement s'incliner parce que c'est un peu logique, Bronson Reed va gagner. Il est babyface, il va aller affronter Gargano demain. Il va être défié à la fin donc du regard par Johnny Gargano qui est particulièrement confiant à l'idée d'affronter Bronson Reed. Alors c'est très bizarre parce que je l'aurais plus imaginé à se chier dessus. Johnny Gargano à l'idée d'affronter Bronson Reed qui est 2 fois comme lui, tu vois, il est beaucoup plus massif. Et non, il est très confiant, on les reverra un petit peu plus tard en promo, il est super confiant. Très surprenant, voilà, c'est bon. On enchaîne avec Walter contre Tommaso Ciampa et... Si vous connaissiez pas Walter, voilà, maintenant vous connaissez le champion UK qui était... alors ils ont promu son règne de champion d'une très bonne manière, c'est le plus long champion de l'ère moderne de WWE, avec plus de 740 jours de règne, c'est un truc de balade. Et Tommaso Ciampa, il n'y a pas eu un énorme build-up entre les deux,
Personne s'attendait à voir Ciampa remporter le match, et pourtant la bonne surprise c'est de voir Ciampa arriver directement en mode business, à savoir le crâne à nouveau rasé, le slip remis, la shape parfaite, un Tommaso Ciampa façon 2018, là où il était le meilleur, pour aller affronter un Big Van Walter au sommet de son art, clairement. Le point d'accroche, je sais pas, c'est les chops de Walter. Walter il met des chops qui peuvent te perforer un poumon. Ils ont même tellement mis ça en avant qu'il va même taper, tu vois, sur la table des commentateurs et péter le socle. Tu vois, il y a une espèce de petit socle là où les mecs bloquent les écrans, les crayons, les je sais pas quoi. Ça, il va le péter en deux. Bon, là, le truc était pré-pété déjà d'avance, mais ils vont beaucoup insister là-dessus. La chop de Walter est dévastatrice, qui va permettre à Ciampa de péter la main de Walter, et voilà, il va la prendre pour cible, et Walter va vendre cette main à la perfection. Il vient de perdre son principal atout, ce qui fait peut-être toute la grande réputation de Walter, c'est cette chop totalement folle, et bah, figurez-vous que Walter, sans cette chop, peut émerveiller. Il peut émerveiller, il a mis quelques big boots dans la tronche de Ciampa. Il a beaucoup vendu pour lui, à chaque fois qu'il revenait, à chaque fois il vendait cette main, et c'était particulièrement pertinent. À un moment il se lâche, il dit je vais quand même mettre Anathemi, voilà, de la main droite, ça aura pas suffisamment d'effet, et Ciampa va faire un comeback à la Tomohiro Ishii. Tous les spots étaient bien, le rythme était véritablement bien mené, mais c'est la force également des combats de Walter qui ont ce rythme un petit peu bâtard, parce que t'as du faux rythme, mais à chaque fois, t'es là en train de réfléchir à comment il va revenir, t'es en train de réfléchir à une stratégie avec lui. Et c'est ça qui fait la force du ring général, et c'est même cette notion de ring général qui n'existe pas depuis Walter, qui existe depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle un ring général, c'est le mec qui donne le tempo, en fait, d'un combat pour que tout se passe bien. Et Ciampa, lui aussi, hein, depuis quelques années, il a acquis, tu vois, ce rang de général du ring. Et voilà, tout était chouette, tout était chouette. Et finalement, malgré tout l'arsenal de Ciampa qui va y passer, Walter va se dégager de tout. On aurait adoré voir 5-10 minutes même en plus sur ce combat, tellement il était fascinant à regarder. Walter va l'emporter après de multiples assauts au niveau de la nuque de Ciampa, parce que la nuque de Ciampa, là aussi, il y a une histoire à raconter. Il va terminer comment? Je pense qu'il fait une sleeper hold suplex, Ciampa tombe sur la tête, et il se relève directement, Ciampa, tu vois, peut-être un petit peu dans l'euphorie du moment, et Walter va réussir quand même à mettre une dernière chop et à gagner le combat avec Anathemi. Le mec a gagné avec Anathemi. C'est fou! Walter qui termine jamais ses matchs de la même manière, des splashs de la troisième corde, des German suplex, des powerbombs, des lariats. Il a sorti une lariat dans le match, elle a été fantastique elle aussi. Walter qui gagne avec Anathemi, ça m'a absolument pas dérangé, parce que c'est ce que je veux voir avec Walter, c'est ce catch qui est très inspiré de la grande période des années 90 du Puroresu, qui est, je le dis souvent, un peu inspiré aussi de ce que faisait à l'époque Takeshi Morishima du côté de Pro Wrestling Noah. Ça me plaît, et Walter est super, et pourquoi c'est le meilleur catcheur du monde? Voilà, c'est le meilleur catcheur in-ring. Voilà, je sais que beaucoup espéreraient voir Walter dans d'autres configurations, main roster, etc. Non, là, pour NXT UK, c'est parfait. C'est un terrain de jeu parfait pour lui. C'est un incroyable champion, mais je serais Triple H, je serais un petit peu en panique de savoir comment je vais réussir à booker un challenger suffisamment crédible pour pouvoir battre Walter, et surtout, si quelqu'un bat Walter, on fait quoi? Et comment on book Walter derrière? C'est ça aussi qui va être assez intriguant. Mais pour l'instant, voilà, c'est super. Chouette combat. Et c'était parfait d'enchaîner avec le match pour les championnats par équipe derrière, qui, je le rappelle, sont vaincants, entre MSK, Wesley et Nash Carter, Zach Gibson et James Drake, les Grizzled Young Veterans. Et enfin, ceux qui m'ont bluffé pendant ce match, je les ai vraiment trouvés super cool. Legado del Fantasma, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. Et ils ont insisté d'ailleurs à la table des commentateurs, ça fait 6 ans que Raúl Mendoza est là, hein, depuis le Cruiserweight Classic première édition, et Raúl Mendoza enfin récompensé d'un match à TakeOver. Ils vont m'impressionner, hein, vraiment, Joaquin Wilde et Raúl Mendoza, une équipe qui était composée à la WWE mais qui s'est déjà trouvé une routine, une certaine chimie. Zach Gibson et James Drake, voilà, sont super fluides. Nash Carter et Joaquin Wilde, je pense que c'est le match, la prestation qui m'a le plus convaincu. Je partais pas confiant, si vous avez écouté le hashtag NXTSKO, je me suis dit ça va être un autre Spotfest parmi plein de Spotfest qui ont existé à la WWE, et en fait ça va, ça a pas duré trop longtemps, il n'y a pas eu des nirs folles abusives, dirons-nous, et ils l'ont terminé un petit peu façon feel good avec une belle victoire
de MSK. Cette division par équipe a besoin, je pense, d'un peu plus de prestige pour que les gens s'y attardent, parce que là, on a 3 équipes qui ne brillent pas par leur grand succès à la WWE, elles sont assez fraîches dans ce paysage. On va découvrir, j'attends d'en voir un petit peu plus, bravo MSK, en tout cas, le moment était divertissant, et comme je dis, le match est arrivé au meilleur des moments. Parce que quoi qu'il en soit, voilà, c'était la storyline sur laquelle ils avaient le plus incité pour cette nuit 1, Yoshira contre Raquel Gonzalez. Elles sont en rivalité désormais depuis de nombreux mois. On a pris des chemins détournés pour protéger l'affiche le plus longtemps possible et on l'a amené lors du week-end de WrestleMania. Raquel Gonzalez qui a été construite très très forte. Une victoire contre un replay très impressionnante dans ce match. Je sais plus si c'était un street fight, pas de disqualification. Non, c'était Folk contre Anywhere, il me semble. Voilà, une stipulation qui a habillé clairement, tu vois, sa victoire. C'est sur Raquel Gonzalez, tu vois, j'ai des réserves comme je peux en avoir par exemple pour Britt Baker chez Elite Wrestling, parce que voilà, t'as un match avec une stipulation où tu peux briller, où tu peux apporter quelque chose de différent. Là, on t'attend sur du catch pur, et moi j'attends toujours Britt Baker sur un match référence en termes de catch pur, comme j'attends Raquel Gonzalez face à la meilleure catcheuse du monde, peut-être Yoshirai, dans du match pur, dans du catch pur, et ils ont fait quelque chose de très très propre, il n'y a pas de botch, il n'y a pas d'hésitation, c'est resté simple au niveau de la narration, c'est plus Yoshirai qui va briller, qui va avoir ce spot, j'ai trouvé particulièrement fou en sautant depuis, il y avait une espèce de crâne à l'entrée, tu vois, des catcheurs, elle est montée sur ce crâne, elle a fait un dive incroyable, elle devait être à, je sais pas moi, 5-6 mètres de haut, c'était très impressionnant et très joli à voir. Elle a claqué son moonsault et Raquel Gonzalez s'en est dégagée, elle s'est sortie d'un finish ultra protégé du côté de WWE NXT, et Raquel Gonzalez derrière a déroulé. Il n'y a pas eu cette phase avec quelques near fall, avec la montée en puissance du suspense, ils sont restés sobres, simples, ce qui est pas plus mal parce que c'est à éviter, tu vois, qu'il y ait 60 000 botches, tu vois, la formule qu'elles ont choisie. C'est peut-être une formule que j'aimerais voir samedi soir entre Bianca Belair et Sasha Banks, parce que j'ai peur de la surenchère par moment dans cette division féminine, de vouloir en faire trop et de s'en mêler les pinceaux. Là c'est resté propre, c'était le moment qu'on attendait, à savoir la victoire de Raquel Gonzalez, qui va peut-être pas être si simple que ça à booker en tant que championne. En tout cas, j'ai toujours ce petit pas en arrière au sujet de Raquel Gonzalez. Elle a une personnalité qui me plaît beaucoup parce que je la trouve assez sincère, elle est souriante et pour autant c'est une heel, elle est badass. On est en fait sur une espèce de nuance de gris un peu étonnante au niveau de sa personnalité. À un moment il va falloir trancher WWE, soit c'est une babyface, soit c'est une heel. Yoshirai a été combative derrière et elle saura se relancer. D'ailleurs, on en a parlé lors du hashtag NXTSKO avec Kairi Sane qui tisse son retour à WrestleMania, peut-être pour la division par équipe féminine. Est-ce que ce serait pas avec Yoshirai ? Voilà, Kairi Sane, Yoshirai qui s'intégrerait dans le Gauntlet féminin demain, samedi, pour aller après affronter Shayna Baszler et Nia Jax. Ce serait beau ça, hein ? Ou je fabule peut-être totalement, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes des férus d'NXT, vous préféreriez voir Yoshirai rester à l'écart le plus longtemps possible du main roster. Pourtant, dans l'après-WrestleMania, on a souvent des noms qui débarquent dans le roster principal. Il faut s'y attendre, on sera peut-être surpris, il y aura peut-être des déçus, et il y aura peut-être des ravis, de voir des gens arriver à Raw. Bien, bravo NXT, ça sera tout pour moi pour ce premier Qu'est-ce qui s'est passé. Nuit 1, NXT TakeOver Stand and Deliver. On se retrouve, je le rappelle, à partir de 21h, hashtag NXTSKO en compagnie de Ludivine et de Trafalgar sur sa chaîne Twitch, Ludivine 999, twitch.tv, voilà, /Ludivine 999. Le planning, bien entendu, encore de cette grande semaine de WrestleMania s'affiche à l'écran et j'espère que vous saurez en profiter, que vous allez m'envoyer de la force, de l'énergie pour essayer de tenir tout ça, en tout cas jusqu'à présent. C'est la régalade, bravo NXT. Et puis restez fort, voilà, tout le monde reste fort pendant cette semaine de WrestleMania. Je vous rappelle qu'il y a des promos en cours sur les t-shirts, voilà, les t-shirts de la boutique de CCL Catch, vous pouvez y aller, il y a moins 20% avec le code WM37, ça m'apporte de la force, ça m'apporte du soutien, et en plus de ça, derrière, vous êtes beaux, vous êtes très beaux avec des beaux t-shirts, voilà, il y a des nouvelles collections, le retour du t-shirt, tout le monde reste fort, c'est pas mal, on reste fort, comme je le dis, et à demain pour le prochain Qu'est-ce qui s'est passé. C'était Sturi, ciao, bye bye.